Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement aussi. N'hésitez pas à partager mes vidéos, c'est très important pour moi, d'autant plus que je suis très invisibilisé sur le canal YouTube. Merci encore à tous pour tout cela. Dans cette vidéo, on va parler de deux gros sujets, même s'il y en aura bien d'autres. Le premier, ce sera sur la propagande absolument effarante, pour ne pas dire scandaleuse, anti-russe. Alors vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil, et pourtant si, et pourtant si. Donc vous vous souvenez de l'historique anti-russe, hein, tout d'abord les Nord Stream, hein, qui ont été immédiatement attribués aux Russes, les cyberattaques dans l'Union Européenne immédiatement attribuées aux Russes, même les punaises de lit, hein, pour la France tout du moins, les survols d'aérodromes via des drones immédiatement attribués aux Russes, et là, tout dernièrement, la Pologne qui se plaint d'un sabotage de rails qui est bien entendu attribué aux Russes, même s'ils disent que ce sont deux Ukrainiens qui l'ont fait. Alors évidemment, pour toutes ces grandes affaires, et je vous en passe bien d'autres évidemment, ce ne sont que des exemples, et pour toutes ces affaires, disais-je, il n'y a absolument aucune preuve, mais c'est pas grave. Le but, c'est de continuer dans le narratif anti-russe, la russophobie. Ah bah il le faut bien, hein. Vous avez écouté notre chef d'état-major qui a dit que bon bah il fallait bien sacrifier nos enfants pour la guerre en Ukraine. Tout ça pour l'Ukraine. Et oui, pour ce chef d'état-major et Macron, parce que bien sûr, il n'aurait jamais dit cette énormité sans l'aval de Macron, bien entendu, eh bien tout cela en vaut la peine. Et oui, mais ce n'est pas le premier à avoir dit ça. N'oublions pas le général Vincent Desportes, qui avait dit grosso modo la même chose, hein. En gros, il avait dit, eh bien, cela vaut le coup de sacrifier nos fils et nos filles pour l'Ukraine. Voilà, général Vincent Desportes. Bon, bref, en tous les cas, avec cette propagande qui est de plus en plus énorme, de plus en plus grotesque, de plus en plus caricaturale, eh bien l'Union européenne finira peut-être par dévoiler son vrai visage, par dévoiler la vraie noirceur de son âme, et qui révélera peut-être, in fine, son véritable projet. Alors quel est ce véritable projet? Eh bien le véritable projet, c'est de détruire la Russie. Alors pas que sous les ordres de Washington, puisque bien évidemment les ordres de Washington sont de détruire la Russie, bien évidemment, mais l'Union européenne y ajoute une nouvelle couche, hein, une nouvelle couche qui représente bien la nouvelle Europe, c'est-à-dire une Europe antidémocratique, pro-wokisme, pro-LGBT, anti-tradition, anti-histoire des pays, anti-patriotique, qui veut la disparition des nations en tant que telles, qui veut la disparition de la souveraineté de chaque État et que l'Union européenne devienne un immense État avec que des États fédéraux, hein, à l'image des États-Unis. Voilà, donc ils veulent tout ça, destruction des valeurs familiales, bien évidemment, destruction de la liberté d'expression, bien évidemment aussi. Bref, donc l'entité russe, l'État russe, représente l'opposé de tout cela, de cette nouvelle Europe. Et oui, la Russie représente l'opposé de l'Europe, avec un gouvernement qui veut garder des valeurs familiales, qui veut garder un État traditionnel, qui veut garder un État avec les vieux principes moraux tels qu'on les connaissait dans ma jeunesse. Bref, pour l'Union européenne, la Russie est un énorme danger. Un danger militaire, un danger économique, mais surtout, surtout un danger sociétal, avec des valeurs qui vont totalement à rebours des nouvelles valeurs de l'Union européenne. Bref, bon, voilà ce que je pouvais dire sur cette propagande, on en verra beaucoup plus dans cette vidéo. Alors maintenant, le deuxième sujet, c'est sur la frappe avec des attaques MS. Frappe évidemment dont l'origine est ukrainienne, mais aussi et surtout américaine, parce que évidemment, sans les Américains, les Ukrainiens n'auraient jamais pu envoyer des attaques MS sur la ville de Voronezh en Russie. Alors on regardera ça en détail.
Je voudrais terminer quand même par un petit mot quant au dernier plan de paix de Trump. Alors pourquoi je l'appelle le plan de paix de Trump? Parce que en réalité, même si officiellement il a été fait avec l'administration russe, bon, j'ai de gros doutes si en réalité l'administration russe a vraiment participé à ce plan, parce que en fait c'est un plan qui ne peut pas être accepté ni par la Russie ni par l'Ukraine. C'est un plan en 28 points qui est complètement ridicule. Et d'ailleurs, Zelensky l'a rejeté. Donc voilà, le plan en 28 points, qui a été fait quasi exclusivement par les États-Unis, bah, a été rejeté évidemment tout d'abord par Zelensky, donc par l'Ukraine, et bien entendu qui ne peut qu'être rejeté par la Russie, même si la Russie n'en a rien dit. Et oui, en attendant, on voit Vladimir Poutine avec Valéry Gerasimov en tenue de guerre, hein, en uniforme, et on a un Vladimir Poutine qui annonce très officiellement au monde entier, toujours en uniforme, faut quand même noter le symbole, que l'opération militaire spéciale ira à son terme et que tous les objectifs déjà dits seront remplis. Donc bon, ça donne le ton. Et quant au plan en 28 points de Donald Trump, bon, je pense qu'on peut déjà le mettre aux oubliettes. Bon, allez, j'arrête là. Commençons. Alors avant de parler de la propagande caricaturale et affligeante de l'Union européenne anti-russe, on va là reparler un petit peu de corruption pour faire la suite des événements par rapport à la semaine dernière. Et là, on va regarder un très court article du Wall Street Journal qui nous dit: l'enquête sur la corruption en Ukraine se rapproche de plus en plus de Zelensky. L'enquête a atteint des niveaux plus élevés en Ukraine et s'est rapprochée du président lui-même comme aucune autre durant son mandat. Ah, panique, panique à bord. Et oui, c'est la panique pour l'Union européenne qui voit son poulain pousser vers la sortie. Bon, bref, les dernières informations que j'ai eues, c'est que ce serait en réalité Donald Trump qui voudrait se débarrasser de Zelensky et le pousse vers la sortie. J'ai aussi appris récemment que le NABU, vous savez, cette entité anticorruption ukrainienne qui travaille de concert avec le SAPO, une autre entité anticorruption, eh bien j'ai appris que le NABU était en réalité donc complètement manipulé par les Américains, puisque de tout temps dans le NABU, il y a un bureau du FBI en son sein. Et oui, pour contrôler justement le NABU. Donc vous voyez, on en apprend tous les jours. Que vient faire un bureau du FBI là-dedans? Normalement, le FBI ne devrait pas quitter les affaires américaines. À la limite, un bureau de la CIA, je comprendrais. Mais du FBI, bon, après tout, bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Bref, donc ce serait Donald Trump qui pousserait Zelensky vers la sortie, vu qu'il s'entête à vouloir faire la guerre à la Russie, et surtout, il s'entête à ne pas vouloir accepter les plans de paix de Donald Trump. Et ça, c'est le plus terrible, bien évidemment. Donc, nous verrons bien comment Zelensky va s'en sortir, mais ça commence à sentir très mauvais pour Zelensky, puisque évidemment il y a des prétendants au trône qui vont bientôt arriver, étant donné que plus personne en Ukraine et même en dehors d'Ukraine ne donne beaucoup de temps encore pour Zelensky. Zelensky devrait bientôt sauter, tout du moins si la volonté américaine va jusqu'au bout. Alors évidemment, cela fait hurler l'Union européenne qui aurait demandé au NABU et au SAPO d'arrêter l'enquête, tout du moins concernant Zelensky. Et oui, l'Union européenne veut absolument garder Zelensky sous le coude, qui est devenu la chose de l'Union européenne. Et oui, Zelensky est le parfait poulain pour l'Union européenne. Il adhère parfaitement aux nouvelles valeurs de l'UE et il adhère parfaitement aux nouvelles politiques de l'UE. Donc c'est quelqu'un dont ils ne veulent pas se débarrasser, loin de là.
hein. Ils ne veulent pas d'un futur Porochenko, ils ne veulent pas d'un futur Klitschko, hein, le maire de Kiev présentement, ils ne veulent pas d'un futur Zaloujny, qui est présentement l'ambassadeur ukrainien à Londres. Non, 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 tout ce, tous ces personnages-là ont beaucoup trop de personnalité. Ils ont un esprit beaucoup trop indépendant, donc ça ne va pas du tout à l'Union européenne. Bon, en tous les cas, tout ça sont des rumeurs, hein, mais je les ai de sources assez sérieuses, donc je pense que c'est vrai, selon moi, nous verrons bien, mais en tous les cas, bon, ces rumeurs sont tout à fait crédibles, et au grand malheur de l'Union européenne, bah, ça va tout à fait contre la volonté de Donald Trump, comme je l'ai déjà dit, qui veut pousser Zelensky vers la sortie. Bon, bref, maintenant on va passer aux dernières nouvelles et on a Zelensky perd le contact avec la réalité. C'est Foreign Policy qui nous le dit. Il est difficile pour quiconque de comprendre les dernières réformes militaires du président ukrainien. Bon, en réalité, ça va bien au-delà de ça, puisque dans l'article, on parle aussi des stratégies militaires qui ont été effectuées en Ukraine et qui ont toutes, je dis bien toutes, débouché sur un fiasco. Alors évidemment, au bout d'un moment, les Ukrainiens en ont marre. Pendant 3 ans et demi de guerre, il n'y a eu aucun succès ukrainien digne de ce nom. Donc ils n'ont fait que reculer en réalité et les Russes n'ont fait que reprendre du terrain. Donc les Ukrainiens, disais-je, en ont marre et en plus de cela, eh bien, le gouvernement de Zelensky est lui-même en plein effondrement. Nous allons voir ça juste après. Alors, bien sûr, il va de soi que Zelensky, là, qui est perpétuellement hors de l'Ukraine, pour faire ses grands tours des pays européens amis, et je dis bien amis, hein, il n'ira pas en Slovaquie ni en Hongrie, tout cela, il aime beaucoup parce qu'il est hors des turbulences de Kiev et même peut-être craint-il pour sa vie. N'oublions pas qu'il a le bataillon Azov toujours auprès de lui, hein, il ne faut jamais l'oublier. En tous les cas, là, Zelensky a vraiment du bon à se faire, d'autant plus qu'il est lâché par les Américains. Bon, vous allez me dire depuis déjà un bon moment, mais là, encore plus, bien évidemment, car pour Donald Trump, il est plus un boulet qu'autre chose. Et les seuls vrais amis de Zelensky, ce sont les Européens qui sont mis hors jeu de facto par Donald Trump. Alors toujours dans les dernières nouvelles, on a The War Zone qui nous dit le projet controversé de l'Ukraine d'acquérir jusqu'à 100 avions de chasse Rafale après avoir signé une lettre d'intention pour l'acquisition de 150 avions de chasse Gripen de fabrication suédoise. L'Ukraine a maintenant ajouté jusqu'à 100 Rafales français à sa liste de futurs avions de chasse. Alors évidemment, c'est une affaire complètement ridicule. Alors que ça soit pour les 150 avions ou les 100 avions de chasse Rafale, ce n'est évidemment que des lettres d'intention. Tout ça est du plus haut ridicule. Personne ne croit à ces deux projets d'achat. Hein. L'Ukraine est complètement en faillite. C'est l'Union européenne, en gros, qui paye l'État ukrainien pour que l'État ukrainien puisse encore fonctionner et payer les fonctionnaires et les militaires. Donc en gros, c'est avec notre argent là que l'Ukraine, depuis au moins 2 ans, tient économiquement. Hein. Sinon, l'Ukraine s'écroulerait complètement. Il n'y aurait plus d'Ukraine sans l'argent de l'Union européenne et même encore un peu d'argent américain en réalité. Donc en gros, si l'Ukraine achetait des avions de chasse, que ce soit des Gripen ou des Rafales, ce sera avec notre propre argent, pas avec l'argent que n'a pas l'Ukraine, bien évidemment. Donc tout ça fait rigoler tout le monde et en réalité, beaucoup disent en Ukraine que c'était un prétexte officiel pour expliquer le fait que Zelensky s'en va en pleine turbulence de corruption à Kiev. Donc comme ça, il est plus tranquille. Donc il a fait exactement comme son ministre de la Défense Umerov. Il a fait strictement la même chose. Comme je le dis souvent, les rats quittent le navire. Bon, bref, tout ça n'était qu'un prétexte pour sortir d'Ukraine, comme je le crois très fermement. En tous les cas, je suis persuadé que ce n'était que des prétextes pour pouvoir quitter l'Ukraine avec quelque chose d'officiel. Et en plus,
de vraiment, vraiment grandiloquent, hein, 100 Rafales et 150 Gripen. Donc rien que le nombre est en soi complètement ridicule. Mais bon, je vais m'arrêter là. Alors maintenant, on va parler de deux grands personnages d'État ukrainiens. Tout d'abord de Yermak, qui est le chef du cabinet de Zelensky, et ensuite de Umerov, qui est le chef suprême de la sécurité et de la défense ukrainienne. Alors, faut savoir que Yermak peut être considéré comme le numéro 2 du gouvernement. Yermak a toujours été vu comme un grand mentor, un grand conseiller vis-à-vis de Zelensky. Zelensky suit ses conseils quasiment à la lettre, et même en Occident, on considérait Yermak comme le vrai cerveau de l'Ukraine, le véritable dirigeant de l'Ukraine, avec un collègue qui le suit bien de très près, qui est Kirilo Boudanov, le chef du SBU. Donc bref, quant à Yermak, Yermak a de gros problèmes. Et là, comme on le lit dans Ukrainska Pravda, donc un des grands journaux ukrainiens, on peut lire, comme l'assure à l'UP, donc l'UP c'est le parti de Zelensky, hein, c'est le parti serviteur du peuple, hein, qui a le même nom que la série télévisée dont faisait partie Zelensky. Alors, je dis ça en passant comme ça, hein. Donc comme l'assurent les serviteurs du peuple, des personnes connaissent le déroulement des conversations lors de ces réunions. La plupart des personnes interrogées par le président ont formulé diverses recommandations pour surmonter la crise, mais presque toutes, sans collusion, ont conseillé de remplacer le chef du cabinet du président, Andriy Yermak. Donc tout le monde a conseillé à Zelensky de virer Yermak. Et oui, alors parce que non seulement, bien évidemment, il fait partie de la corruption générale, bien sûr, mais en plus, comme on sait très bien que c'est lui qui conseillait Zelensky et que Zelensky suivait quasiment toutes ses recommandations, on sait très bien que c'est lui qui a mené l'Ukraine à sa perte en réalité. Donc là, on continue. Selon un interlocuteur de l'UP, parmi les principaux dirigeants du serviteur du peuple, il est plus facile de compter les membres de la Rada, le Parlement ukrainien, qui ne demanderaient pas la démission de Yermak. Il est clair qu'il n'y a pas de chantage direct, mais si cela ne se produit pas, la faction s'effondrera d'elle-même, c'est-à-dire serviteur du peuple. Donc en gros, il est plus facile de compter les membres de la Rada qui ne voudraient pas la démission d'Yermak que ceux qui le voudraient. Donc on a une presque unanimité sur le fait qu'Yermak doit partir. Surtout qu'Yermak est impliqué dans d'autres scandales en Ukraine bien avant le gros scandale de corruption. Encore une fois sur le fait qu'il manipule Zelensky et que Yermak aussi faisait partie des agents américains et que lui-même est extrêmement lié avec le gouvernement américain, peut-être même avec Israël. Bon, et ça ce ne sont que des rumeurs. Alors bref, Yermak est vraiment là dans le centre du cyclone. Va-t-il s'en sortir? Nous verrons bien. Alors maintenant, concernant Umerov, on a The New Voice of Ukraine, donc un des grands journaux ukrainiens, qui nous dit Kiev dément les rumeurs alors qu'Umerov s'apprête à rentrer des États-Unis. Et oui, Umerov, lui aussi, s'est bien baladé juste après l'affaire de corruption. Donc là, on a le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Rustem Umerov, rentrera d'un voyage à l'étranger le jeudi 20 novembre. A déclaré sa porte-parole. Ukrainska Pravda avait précédemment rapporté qu'Umerov était arrivé dans l'État américain de Floride le 16 novembre. Les sources ont donné des versions différentes de ces projets. Certaines ont dit qu'il s'était rendu en Floride pour rendre visite à sa famille, tandis que d'autres ont affirmé qu'il avait l'intention de rencontrer des représentants de l'administration du président américain Donald Trump. Le 11 novembre, Umerov a annoncé qu'il se rendrait en Turquie et au Moyen-Orient dans les prochains jours afin de faciliter les échanges de prisonniers. Ce voyage faisait suite à une importante enquête pour corruption, menée conjointement par les détectives du NABU et les procureurs du SAPO dans le secteur de l'énergie. Le fameux scandale de corruption de l'énergie. Voilà.
Comme c'est étrange, donc on a tout d'un coup Umerov qui part à l'étranger pile au moment où il y a cette affaire de corruption, et il y a des rumeurs comme quoi il ne reviendrait pas en Ukraine. Bon, après on dit qu'il reviendrait en Ukraine. Nous verrons bien, nous verrons bien. Mais en tous les cas, on sent que les rats quittent le navire, hein, bien évidemment, hein. Et Zelensky y compris, hein. Voilà. Zelensky, je ne crois pas qu'il sera vraiment protégé très longtemps, même par l'Union européenne. Hein, il y a Porochenko qui pousse pour la présidentielle. On a Vitali Klitschko, donc le maire de Kiev, qui pousse aussi pour la présidentielle. Et enfin, on a l'ambassadeur ukrainien à Londres, Valery Zaloujny, qui lui serait le grand favori pour être le nouveau président ukrainien. Donc on sent le vent de changement, mais en tous les cas, ce sont les États-Unis qui auront bien évidemment le dernier mot sur qui sera le futur président ukrainien, tout du moins si on reste dans le statu quo militaire comme ça, c'est-à-dire sans encore une victoire totale russe. Évidemment, quand il y aura la victoire totale russe, je crois que les Russes auront aussi leur mot à dire. Mais je pense que cela s'arrangera directement quant au nouveau président ukrainien entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors là, un article du Point qui m'a fortement surpris parce que j'ai pas l'habitude avec le Point de voir quelque chose d'aussi surprenant. Je m'explique. Là, c'est marqué Ukraine, ce que l'on sait du nouveau plan de paix préparé par Trump et Poutine. Donc vous allez comprendre plus tard qu'en réalité, non, ce n'est pas un plan de paix préparé par Trump et Poutine. Négocié dans la plus grande discrétion, un projet de paix en 28 points élaboré par les administrations américaines et russes prévoit des concessions majeures de Volodymyr Zelensky. Alors ça, c'est vrai, mais il fallait préciser que c'était selon les accords d'Anchorage, en Alaska, où effectivement Trump et Poutine s'étaient mis d'accord pour régler le conflit ukrainien, mais selon les termes de la Russie, de Vladimir Poutine, en plusieurs points. Sauf que Donald Trump ayant été, on va dire, bien influencé par Zelensky, Zelensky a su retourner complètement Donald Trump après. Et après, Trump est devenu dur envers Vladimir Poutine et la Russie, quoi. En gros, il a un peu retourné sa veste, pour ne pas dire complètement retourné sa veste, et a considéré les accords d'Anchorage comme apparemment nuls et non avenus. Que s'est-il passé? Eh bien, Donald Trump, au final, a voulu ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire un peu pour Zelensky, un peu pour la Russie. Je m'explique. Là, on dit que l'Ukraine doit faire des concessions majeures, mais en réalité, la Russie aussi doit en faire dans ses nouveaux 28 points. Là, il n'y a que Donetsk et Lugansk qui appartiendront à la Russie, c'est-à-dire certes des concessions de l'Ukraine, mais c'est pas du tout ce que veut évidemment Vladimir Poutine. C'est qu'un exemple que je vous donne parmi bien d'autres, hein. N'oublions pas qu'il y a 28 points, je vais pas tous les faire. En tous les cas, bon, bah, on a un Donald Trump qui, quand Vladimir Poutine est parti d'Anchorage, eh bien, bon, les deux étaient d'accord pour régler le conflit ukrainien et Donald Trump a changé d'avis suite à une énième consultation par Zelensky. Tout le monde est d'accord. Tous les témoins qui étaient là lors de la réunion entre Zelensky, la dernière, hein, et Trump ont montré que Trump a voulu faire passer les accords d'Anchorage à Zelensky. Zelensky, il n'a rien voulu savoir. Il est resté droit dans ses bottes. Et à la fin des fins, malgré un Trump très agacé et un peu énervé, et ben à la grande surprise générale, c'est Trump qui a lâché. Et c'est Zelensky qui a gagné. Bref, Trump a voulu ménager la chèvre et le chou. Bien évidemment, la Russie n'a pas du tout participé à ce dernier plan de paix de Donald Trump. C'est Donald Trump tout seul et son administration qui a fait ce plan de paix. Évidemment, il a mis aussi de côté l'Union européenne et il a mis de côté Zelensky. C'est un plan de paix élaboré uniquement par l'administration américaine et Donald Trump. Voilà, fallait préciser tout cela.
Alors là, on va commencer très fort concernant la propagande anti-russe qui, comme je le disais précédemment, était caricaturale et est même devenue complètement affligeante, et vous allez en avoir la preuve sous vos yeux ébahis. Alors, comme je le disais, on va commencer très fort avec l'ex-président estonien. Et regardez ce qu'il dit. Il nous faut un attentat terroriste de l'ampleur du 11 septembre. L'ancien président estonien a trouvé un moyen d'opposer l'UE à la Russie. Il est temps que les responsables politiques européens cessent d'hésiter et déclarent ouvertement la guerre à la Russie. C'est ce qu'a affirmé l'ancien président estonien Thomas Hendrik Ilves lors du forum sur la sécurité de Varsovie, donc en Pologne, selon un correspondant de Politnavigator. Donc vous voyez déjà à quel point c'est complètement fou. Alors vous allez me dire concernant des pays comme l'Estonie, la Lituanie, bon, des pays baltes, voire la Pologne, bien entendu, ce n'est pas extrêmement étonnant. Hein, ils ont toujours poussé le bouchon très loin, sauf que là, ils ont passé un palier supplémentaire, car en effet, là, on pourrait dire qu'ils ne sont plus dans la propagande. C'est une haine ouverte contre la Russie qui n'a plus de frein, qui n'a plus de limite, c'est une fuite en avant. Et nous verrons bien là où ça va mener l'Estonie. Mais à mon avis, à force d'être anti-russe, obsessionnel à ce point-là, là c'est un pays qui est devenu complètement enragé. Là, effectivement, c'est essayer de donner des coups de bâton à l'ours. Donc oui, effectivement, si les pays baltes continuent ainsi, s'il y a une guerre, même petite et temporaire, il est clair que les pays baltes seront les premiers qui seront envahis par la Russie. Ça, c'est absolument certain. Comment la Russie pourrait accepter des pays qui veulent la mort de la Russie à ce point-là? Évidemment, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire d'incessants actes terroristes en Russie, d'incessants actes de sabotage. Et effectivement, la Russie pourrait, dans des cas extrêmes, carrément envahir les pays baltes, ne serait-ce que pour faire des États tampons. Voilà, pour éviter les problèmes futurs. Voilà, bon, maintenant on espère tous qu'on n'en arrivera jamais là. Nous verrons bien. Alors toujours dans la propagande anti-Russie et toujours dans leur obsession de vouloir faire la guerre à la Russie absolument, en l'agressant continuellement, on a un chef d'état-major qui dit accepter de perdre nos enfants. Polémique après les propos du chef d'état-major. Plusieurs responsables politiques ont dénoncé les propos tenus par le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Donc voilà, ce général, chef d'état-major des armées, s'il a dit ça, c'est pas que de son fait à lui. S'il l'a dit de manière complètement délibérée, c'est qu'il avait l'aval du gouvernement et spécifiquement d'Emmanuel Macron. Et spécifiquement de Macron, bien évidemment. Donc en gros, c'est Macron qui parle en réalité ici. Donc on est toujours dans cette politique anxiogène de montée des tensions délibérées, et je dis bien délibérées, de l'Union européenne. Ils la veulent leur guerre, et à force de tenir des propos pareils, eh bien au bout d'un moment, ils en arriveront à des actes qui soient similaires et qui feront peut-être qu'on déclenchera une guerre avec la Russie. Après tout, ils démontrent chaque jour qui passe qu'ils la veulent cette guerre. Vraiment, ils font tout pour. Bref, tout cela est très inquiétant, mais je tenais à souligner que ce chef d'état-major n'a pas été le premier à dire cela. Vous allez voir. Et oui, n'oublions pas le général Desportes qui a été le premier à le dire. Le général Vincent Desportes a tenu cette déclaration hallucinante. La seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. Le propos est rapporté dans un article du Point en date de ce 20 mars 2024. Donc vous voyez, c'est lui le premier à avoir dit ce genre de folie, le général Vincent Desportes. Et dans la même veine, et quasiment de manière synchronisée avec les déclarations folles du chef d'état-major, on a le gouvernement français qui sort le kit de survie en cas de conflit.
Et oui, kit de survie qui avait été promis par le gouvernement français il y a déjà un bon moment. Souvenez-vous, quand la Suède avait sorti son kit de survie pour survivre à une guerre contre la Russie, la France avait promis qu'elle sortirait son kit de survie aussi en cas de conflit avec la Russie. Et ce kit de survie, bah ça y est, il est vraiment sorti, hein. On va pouvoir le voir. Voilà, c'est ça le kit de survie, hein, qui évidemment n'est pas sans rappeler celui suédois, hein, c'est quasiment identique, hein. Et donc tout ça participe au climat anxiogène parce que évidemment il faut faire peur à la population, hein, c'est une condition sine qua non pour pouvoir lancer l'Union européenne dans une future guerre avec la Russie. Il faut préparer les gens un peu de temps à l'avance, hein, psychologiquement, pour qu'ils ne soient pas trop surpris, hein, au cas où il y ait une opération sous faux drapeau qui oblige la Russie à entrer à guerre contre l'OTAN ou contre l'Union européenne. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut bien préparer les esprits. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette préparation est tellement énorme, tous azimuts, intensive, et qui surtout ne faiblit jamais. Tout ça est très inquiétant quant à l'avenir de l'Europe. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on ne cessait de parler de drones qui survolaient des aéroports ou d'autres endroits dans toute l'Union européenne et on accusait sans vergogne la Russie, bien évidemment sans aucune preuve, hein, absolument aucune preuve, et les rares arrestations qu'il y a eu au sein de l'Union européenne ont démontré que c'était simplement des gens qui jouaient avec des drones. Voilà, donc il y a eu des Allemands d'arrêtés en Norvège, des Chinois d'arrêtés dans un autre pays d'Europe. Voilà, eux ont vraiment été arrêtés, ont été pris sur le fait, et il s'était avéré que c'était juste des plaisantins ou simplement des gens qui voulaient avoir de belles photos à ces endroits-là. Donc on a le coup des drones, hein, qui a énormément fait monter la tension, qui a duré un moment. Et là maintenant on a les colis qui explosent, des actes sabotage. Et là on va regarder un article, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Là on va regarder la BBC qui nous dit la Pologne qualifie l'explosion de la ligne ferroviaire vers l'Ukraine d'acte de sabotage sans précédent. Et on va voir ce que ça a donné. Donc après une réunion d'urgence des responsables de la sécurité lundi, le ministre polonais des services spéciaux n'a pas immédiatement nommé la Russie directement, mais a déclaré qu'il y avait une très forte probabilité que l'attentat ait été perpétré sur ordre des services étrangers. Cependant, le porte-parole Jacek Dobrynski a déclaré mardi aux journalistes que tout porte à croire qu'il s'agit des services spéciaux russes. La Russie veut ébranler notre société, elle veut nous faire peur, a-t-il ajouté. Les enquêteurs se penchent sur un second incident survenu dimanche, plus loin sur la même ligne, au cours duquel un train bondé a dû s'arrêter brusquement. Il s'agirait très probablement d'un autre acte de sabotage, mais pas d'une explosion. Ces événements montrent que les responsables ont décidé d'entamer une nouvelle phase de menace contre l'infrastructure ferroviaire, a déclaré le ministre des Services spéciaux. Aucun suspect n'a encore été arrêté, mais les autorités indiquent que la police a recueilli un nombre important de preuves, notamment des images de caméras de sécurité voisines, afin d'identifier les auteurs de cet acte de sabotage honteux. La Pologne enquête sur une autre attaque hybride présumée impliquant des colis piégés envoyés de Lituanie l'année dernière par un service de messagerie. Bon, bref, voilà. Alors, vous notez qu'à chaque fois, évidemment, là, les caméras de sécurité, on n'a pas vu les images, bien entendu, et y aurait-il des images avec des caméras de sécurité qui auraient bien fait leur travail? Les images auraient-elles été de si bonne qualité pour qu'on arrive à identifier les hommes qui auraient fait cet acte de sabotage? J'en doute très fortement. Vous notez que très probablement, alors après le très probablement, là il y a de très fortes probabilités.
Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de preuves, aucune n'est montrée, bien évidemment, hein, cela va de soi, mais en tout cas, ils en sont certains. C'est la Russie qui veut ébranler notre société, elle veut nous faire peur. Oh là 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 là, là, ces actes de la Russie, qu'est-ce qu'ils font peur aux Polonais? Oh là là, les Russes ont des idées vraiment terribles, hein. Ils font arrêter un train bondé en plein milieu des rails. Il y a une explosion de rails qui fait dérailler le train, mais bon, petitement, hein, aucun mort, aucun blessé, hein. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait peur comme acte de sabotage. Oh là là, c'est un peu comme le vol des drones au-dessus de certains aéroports absolument banals, hein. Encore, ce serait des aéroports militaires ultra secrets, etc. Bon, on pourrait comprendre à la limite, mais non, c'est des vols de drones dans toute l'Europe, un peu partout. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et là, bon, bah, ligne ferroviaire, un peu abîmée, mais pas trop, hein. Comme ça, les Polonais peuvent vite réparer, et puis ce n'est pas très grave, hein. Ça fait une opération de communication très belle, voilà, mais sans trop faire de dégâts, hein, juste ce qu'il faut pour que ça puisse paraître dans les médias. Alors évidemment, vous avez compris que ce sont des opérations sous faux drapeau, exactement comme les drones. Quoi, pour les drones, soit c'était vraiment des amateurs qui faisaient voler les drones comme on l'a vu, puisqu'il y en a qui ont été arrêtés, ou alors c'est des opérations sous faux drapeau. Vu le nombre de drones qui ont survolé toute l'Europe, je suppose que ça a été fait avec l'aide du gouvernement, parce que là, ils étaient un peu trop nombreux, hein, si les informations sont vraies, parce qu'évidemment, nous n'avons aucune image de vol de drones au-dessus de ces sites, hein, soi-disant. Mais bon, bref, vous notez qu'il n'y a absolument jamais aucune preuve. Vous notez que, bon, ce ne sont que des allégations, puisqu'il n'y a aucune preuve, hein. On peut juste dire qu'il y a une très forte probabilité, hein. On peut juste dire que, bon, bah, très probablement. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent dire concernant ces actes de sabotage absolument terribles faits par le Kremlin et qui font trembler de peur la Pologne. Quoi, la Pologne dit qu'elle tremble de peur. C'est ce que dit la Pologne, hein. Acte de sabotage sans précédent. Oh, un train bondé qui s'est arrêté, un train qui a déraillé sans faire de blessés et de morts, des actes de sabotage sans précédent. Ouh là là, la Pologne a très très peur. Voilà. Vous notez quand même le ridicule, hein. On ne s'embarrasse pas pour insulter l'intelligence des auditeurs ou des lecteurs. Non, non, on n'en est plus à ce niveau-là. On prend les lecteurs pour des idiots et puis ça va passer comme ça. Voilà. Ce n'est pas fini, hein. Alors là, on a carrément le Premier ministre Donald Tusk qui nous dit, bon, le résultat de l'enquête, c'est que nous savons maintenant que ce sont bien les services secrets russes qui sont derrière l'explosion des rails polonaises et qui ont recruté 2 Ukrainiens, vous avez bien lu, hein, 2 Ukrainiens pour le faire. Nous connaissons aussi les identités des saboteurs qui ont immédiatement fui la Pologne pour aller vers la Biélorussie. Alors là, il y a plusieurs interrogations. L'enquête sait de manière apparemment certaine que ce sont les services secrets russes qui ont décidé de ce sabotage. Quelles sont les preuves? Ce sont des accusations extrêmement graves. Et plus une accusation est grave, bien évidemment, plus les preuves doivent être solides. Là, on parle d'une nation qui accuse une autre nation. Au niveau le plus haut. Lui, c'est le Premier ministre polonais. Donc il faut des preuves en béton. Pourquoi ne les montre-t-il pas? Évidemment parce qu'ils n'en ont pas, soyons sérieux, bien évidemment, et tout le monde le sait que c'est une invention. Ensuite, ils ont recruté 2 Ukrainiens. Ah bon, tiens, comment savent-ils que c'est 2 Ukrainiens qui ont fait le sabotage? Alors certes, on a vu un article de la BBC qui nous disait on a des caméras de surveillance qui nous donnent des preuves. Bon, moi je veux bien, mais comment de simples caméras de sécurité
peuvent dire que ce sont 2 Ukrainiens qui ont fait cela, sachant qu'ils n'ont pas pu capturer ces soi-disant Ukrainiens. Et simplement avec les images de ces caméras, comment peuvent-ils connaître les identités des saboteurs? Bon, bref, tout est du plus haut ridicule, mais à un degré, on pourrait vraiment en rire, hein, si ce n'est en pleurer en réalité. Donc en plus, ils les ont suivis. Ils savent qu'ils ont fui la Pologne vers la Biélorussie. Comment le savent-ils? Quelles sont les preuves? Voilà, vous voyez, c'est sans fin. Donc, bah, évidemment, c'est de la pure invention, c'est du faux drapeau. Et là, il y a absolument toutes les cases cochées pour savoir que c'est une opération sous faux drapeau. Non seulement il y a toutes les cases cochées, mais il y en a encore d'autres que le Premier ministre vient d'inventer, hein, pour être sûr, pour qu'on soit sûr à 150% que c'est une opération sous faux drapeau. Mais bon, en réalité, peut-on être vraiment surpris de cette propagande scandaleusement abjecte? Surtout là, en plus, venant d'un Premier ministre. En réalité, non, car nous y sommes habitués. N'oublions pas l'affaire des Nord Stream 2, n'oublions pas l'affaire des punaises de lit, n'oublions pas l'affaire des cyberattaques dans plein d'institutions de l'Union européenne, n'oublions pas les drones, et là, dernièrement, n'oublions pas les sabotages. Alors bien sûr, pour tous ces actes, le bouc émissaire tout trouvé, c'est la Russie. Et évidemment, encore une fois aussi, jamais aucune preuve n'est montrée. Pas la moindre ombre de preuve. Que des allégations qui sont prises pour des choses certaines. Vous vous doutez bien que s'ils avaient la moindre preuve, ils s'empresseraient de la donner aux médias et ils s'en délecteraient sans fin. Car ils tiendraient enfin une preuve pour vraiment accuser légitimement la Russie. Donc, comme ils n'ont rien, bah voilà, ils sont obligés de faire ce genre de choses, comme exactement à l'image du financement de l'Ukraine. Ils en sont arrivés à essayer de faire un vol manifeste sur les avoirs gelés russes pour pouvoir prendre l'argent. Vous voyez cette mentalité complètement mafieuse, sans foi ni loi, où ils sont absolument prêts à toutes les bassesses, toutes les mesquineries, tous les actes les plus vils qui soient pour arriver à leur fin, bien évidemment. Donc absolument rien ne les arrête, c'est une fuite en avant, tout est possible. En réalité, on peut réellement s'attendre à tout. Bref, je m'arrête là pour cet incident. Alors là, quand j'ai vu cet article, les bras m'en sont tombés. C'est un article de Bloomberg qui nous dit pour l'armée danoise, la menace qui pèse sur le Groenland n'est pas Trump mais la Russie. Alors là, c'était quand même très 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 fort. D'autant que Trump a bien dit qu'il voulait s'emparer du Groenland, et d'ailleurs par tous les moyens, qu'il n'hésiterait pas, s'il le fallait, à utiliser l'armée pour s'emparer manu militari du Groenland. Mais malgré tout, pour le Danemark, la menace c'est pas Trump, c'est la Russie. Allez savoir pourquoi. Alors quand on lit l'article, on comprend que c'est pour profiter d'une zone géostratégique très importante. Bon, vous imaginez la Russie s'emparer du Groenland, alors que bon, évidemment, le Groenland, ça n'intéresse pas du tout la Russie. Hein. La Russie, elle s'intéresse à l'Arctique dans son domaine, hein, dans ses eaux territoriales. Il y a déjà bien assez à faire là-bas au niveau des ressources pétrolières, gazières, des minéraux. Et en plus, là, les Russes construisent à tour de bras des bases militaires dans leur domaine de l'Arctique. Ce n'est pas pour rien, bien évidemment. Donc pas pour s'ennuyer à aller prendre le Groenland qui, on va dire, d'un commun accord tacite est la chasse gardée des États-Unis. Donc tout ça est absolument, encore une fois, ridicule. Là, quand même, fallait oser. Hein. Fallait oser. Hein. L'armée danoise qui dit ça, alors que on parlait qu'il y aurait éventuellement une petite guerre entre les États-Unis et le Danemark. Pour cela, on parlait qu'il y aurait une petite guerre éventuellement. Hein. Hein, si le Danemark vraiment avait le courage suffisant hein, pour garder sa souveraineté au Groenland. Bon, évidemment, ça fait doucement rigoler de dire cela, mais au moins que le Danemark tape du poing sur la table contre Donald Trump. À minima cela. Non, même pas. Non seulement il n'essaye pas de contrer
vraiment Trump, mais en plus, mieux que ça, ils vont dans le sens de Trump et accusent la Russie au lieu de Trump. Oui, bon, j'ai envie de vous dire, là où on en est arrivé de nos jours, j'ai envie de vous dire pourquoi pas maintenant. Alors là, on va voir un très court extrait, malheureusement sans le son, du ministre lituanien des Affaires étrangères, Kęstutis Budrys, qui nous dit en gros, il faut cesser d'avoir peur de la Russie, nous devons intensifier les hostilités. Alors regardons ce très court extrait, c'est sous-titré en anglais, je vais vous le traduire très vite à la volée. Donc au final, ce qui est vraiment important dans toutes les discussions, c'est les relations avec la Russie. Nous ne devons pas avoir peur de l'escalade. La Russie réalise cela parce que la mentalité occidentale tend à la désescalade. Quand la Russie fait quelque chose, nous désescaladons. Alors bon, on va s'arrêter là. Là, c'est vraiment ridicule. Bon, après, c'est du blabla. Vous imaginez le ministre lituanien des Affaires étrangères qui n'a jamais cessé de jeter de l'huile sur le feu et qui ne cesse d'accuser la Russie de tels actes ou tels actes et qui ne cesse d'inventer évidemment des prétextes pour accuser la Russie, ose dire que l'Occident cherche toujours à désescalader et que c'est la Russie qui escalade les tensions. Vous imaginez un peu une inversion accusatoire absolument totale, absolument sans vergogne. Faut être d'une hardiesse infinie pour pouvoir se permettre de dire ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'il dit cela très sérieusement. Il ne voit pas un instant qu'il se ridiculise totalement. Mais c'est comme ça, surtout avec les pays baltes. Alors maintenant, on va parler du deuxième gros sujet, c'est-à-dire la frappe avec des attaques MS sur le sol même russe, par l'Ukraine, bien sûr. Là, on a Eurasia Daily qui nous dit le ministère de la Défense a annoncé la frappe de représailles menée après l'attaque de missiles sur Voronezh. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié un communiqué officiel concernant l'attaque de la ville de Voronezh par des missiles américains à longue portée. Le rapport correspondant a été publié mercredi matin 19 novembre par le service de presse du ministère militaire sur ses sources officielles. Le 18 novembre 2025 à 14h31 heure de Moscou, le régime de Kiev a tenté de lancer une attaque de missiles contre des cibles civiles en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. L'ennemi a utilisé 4 missiles tactiques Attack-MS de fabrication américaine dans la ville de Voronezh, indique le communiqué. Il est allégué que tous les missiles Attack-MS ennemis ont été abattus lors de la bataille antimissile par les équipages de combat russes du système de missiles antiaériens S-400 et du complexe de missiles et de canons antiaériens Pantsir. Les débris des missiles détruits ont endommagé les toitures du centre gérontologique régional de Voronezh et d'un orphelinat ainsi que celle d'une maison privée. Il n'y a aucune victime, a déclaré le ministère de la Défense. Le ministère a également fait état d'une frappe de représailles après que les moyens de reconnaissance aérienne des forces armées de la Russie ont rapidement identifié le site de lancement des missiles Attack-MS dans la région de Kharkov. L'équipage de combat Iskander-M a lancé une frappe de missiles sur la position de missiles des forces armées ukrainiennes, à la suite de laquelle 2 lanceurs MLRS avec leurs munitions, ainsi que des membres de l'équipage de combat, jusqu'à 10 personnes, ont été détruits, a rapporté le ministère militaire. Comme l'a rapporté Eurasia Daily, l'état-major général des forces armées ukrainiennes avait annoncé plus tôt une frappe contre des installations militaires en Russie à l'aide de missiles Attack-MS américains à longue portée. La portée des Attack-MS donnée à l'Ukraine est d'environ 300 km, pour information. Donc ça, en réalité, c'est une affaire qui est extrêmement grave. Il y a déjà eu des attaques d'Attack-MS en territoire russe, mais c'était des attaques en territoire russe contesté. Par exemple, la Crimée. Là, c'est la Russie elle-même.
Donc c'est quand même extrêmement grave. On s'aperçoit de l'énorme patience de la Russie envers les États-Unis, car là, bien entendu, ce sont les Ukrainiens qui ont lancé, mais cela a été fait avec l'approbation et sous supervision américaine, bien évidemment. Donc le fait que la Russie reste de marbre, ne dise rien contre les États-Unis et dit juste bon qu'on a détruit le site de lancement des attaques MS ainsi que les attaques MS en eux-mêmes et point barre, bon, cela donne quand même une pondération extrême de la part de la Russie. Et je ne serais pas étonné que, encore une fois, il y ait beaucoup de Russes qui râlent en dénonçant la faiblesse de Vladimir Poutine. Alors peut-être que c'est la sagesse de prendre ce fait-là par le mépris, de l'ignorer plus ou moins et de faire comme si tout allait bien, tellement c'est insignifiant, tellement la menace des attaques MS est insignifiante vu qu'ils sont à chaque fois arrêtés. Peut-être est-ce la sagesse d'être pondéré à ce point-là. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, évidemment, il y aura du remous en Russie concernant ceux qui sont dans la ligne dure envers l'Occident. Et on finit le dernier article avec Politico qui nous dit: le ministre suédois des Affaires étrangères estime que la contribution financière des pays nordiques à l'aide ukrainienne n'est pas viable. L'UE doit saisir les avoirs gelés de la Russie, estime Maria Malmer Stenergaard, car toute autre solution serait injuste envers les principaux soutiens de l'Ukraine. Tiens, 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 là ça se fissure au sein de l'Union européenne. Nous avions la Slovaquie et la Hongrie, et là maintenant on a la Suède qui commence à râler quant à l'aide à l'Ukraine. Donc vous voyez, tout commence à s'effondrer, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, la énième vous allez me dire. Mais bon, ce n'est pas surprenant, hein, là les Suédois se rendent bien compte qui va gagner à la fin et qui va devoir encore payer, parce que là c'est l'aide à l'Ukraine, mais qu'en est-il après de la reconstruction de l'Ukraine? Et n'oublions pas les paroles de Van der Leyen qui disait à l'époque, hein, il y a au moins un an et demi, que la reconstruction de l'Ukraine coûterait entre 500 et 700 milliards d'euros. Ça, c'était à l'époque. Vous vous doutez bien que maintenant, la facture sera beaucoup, beaucoup plus salée. En tous les cas, très mauvaise nouvelle, disais-je, pour l'Ukraine. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela. Et enfin, pour ceux qui apprécient particulièrement mon travail, vous pouvez me faire un petit don, lien dans la description. Encore une fois, merci à tous et toujours, soyez curieux.